internationale sur l'adaptation des organisations face à la crise sanitaire. Je vous laisse la parole. Bien, écoutez, merci beaucoup à Madame Rier, déléguée générale de la FHF, et merci beaucoup à Monsieur Pascal Forcioli, qui est le président des GICS, pour m'avoir invité à modérer cette conférence internationale sur l'adaptation et des organisations pendant la crise sanitaire. Et cette conférence qui va nous permettre de nous interroger ensemble sur l'impact de la crise Covid sur nos usagers, bien sûr, sur les professionnels de santé, sur la qualité des soins qui a été délivrée au sein des établissements et aussi sur la résilience des systèmes de santé, et ce, aussi bien en France qu'à l'étranger. Et nous avons déjà eu une première vision de ce qui s'est passé au Canada et au Québec, et nous allons la compléter avec l'expérience de collègues qui travaillent dans des pays étrangers. Car cette crise Covid a demandé n'importe où dans le monde à toutes les organisations un effort d'adaptation particulièrement conséquent, et surtout qui a dû être réalisé dans un temps record. Il a fallu s'adapter à très grande vitesse à la progression de la pandémie. Alors, le service de santé des armées, que je représente ici, et plus particulièrement les hôpitaux militaires, puisque je suis le directeur des hôpitaux des armées, a, par exemple, dû immédiatement réorganiser l'offre de soins hospitalières lors de cet épisode infectieux et trouver des alternatives à la prise en charge de patients sur notre territoire de santé sur lesquels nos hôpitaux sont implantés, tout en assurant notre mission prioritaire qui est la réponse aux besoins santé des armées, et particulièrement des armées en opération, puisque les hôpitaux militaires ont cette double mission spécifique de devoir être en capacité de projeter des personnels sur les théâtres d'opération et de recevoir en permanence, 7 jours sur 7, H24, des blessés de guerre provenant justement des 10 théâtres d'opération. Alors, en 2020, la maladie Covid est passée en quelques semaines d'un statut de maladie virale banale, on parlait même d'une grippette, à celui d'une crise sanitaire, puis même d'une urgence contre laquelle, selon les mots de notre président de la République, Emmanuel Macron, nous avions à rentrer en guerre. La rapidité avec laquelle cette maladie virale s'est propagée dans le monde, sa contagiosité, ainsi que le nombre important de formes graves justifiant la réanimation, l'accélération du rythme des décès, a interrogé en profondeur nos organisations de soins et notre capacité de résilience. Les scénarios de la crise sanitaire liés à la gestion d'une pandémie sont fortement marqués par l'incertitude, qui est caractéristique à la fois de la nature nouvelle de ce virus, le SARS-CoV-2. Nous connaissions le SARS-CoV-1, mais le 2, c'était une modalité nouvelle de ce virus. Son comportement évolutif, son pouvoir pathogène, son épidémicité, sa résistance aux mesures prophylactiques, et également, nous l'avons vu par la suite, ses capacités d'adaptation elles-mêmes du virus par le biais de mutants. Mais également, nous avons été interrogés sur la qualité de la réponse apportée par nos sociétés et les organisations qu'elles ont mises en place pour faire face ensemble à ces menaces biologiques. Depuis le début de la crise, des mesures exceptionnelles ont été prises. Il est intéressant, avec un peu de recul, d'étudier les stratégies différentes qui ont été mises en place et de comparer les données fournies.
Cette pandémie qui, par sa nature, a dépassé les frontières nationales de chaque pays à qui nous allons donner la parole, doivent interroger sur sa gestion à l'échelle internationale et ce qui est fait dans cette conférence, sur les différentes réponses qui ont été apportées. Avec cette crise et face à un agent hautement infectieux, nous avons pu observer que bien qu'il y ait eu des coopérations ponctuelles à l'échelle internationale, les réponses apportées par chaque pays ont été diverses et il y a eu de nombreux points de convergence, mais aussi quelques points de divergence. Plusieurs facteurs expliquent la pluralité des réponses qui ont été apportées à la crise sanitaire. Bien sûr, d'abord, les spécificités populationnelles. Dans les pays européens, la population est plus âgée, elle est porteuse de comorbidités par rapport à d'autres pays, des pays d'Afrique ou des pays du continent asiatique. L'organisation des systèmes de santé également, avec notamment ses capacités de soins et ses moyens en ressources humaines et en matériel, et l'accès des patients au système. Et les systèmes politiques, qui en Europe sont plutôt des démocraties libérales, mais vous savez que dans le monde, il y a d'autres systèmes politiques qui se sont manifestés, soit des systèmes de démocratie illibérale, soit des systèmes un peu hybrides, soit même des systèmes qui sont un petit peu des dictatures. Et donc, les prises de décision sont largement influencées par les systèmes politiques qui les mettent en œuvre et qui les prennent. Alors, si on prend un exemple de deux pays développés, démocratiques, mais qui ont la particularité d'être des îles, l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande, eh bien, on a vu des choses très différentes se mettre en œuvre. Au Royaume-Uni, en mars 2020, eh bien, il y avait une volonté de tendre vers l'immunité collective, en mettant en place des gestes barrières, mais pas de confinement de la population. Alors que sur l'hémisphère sud, en Nouvelle-Zélande, eh bien, c'était une position totalement inverse. Le pays s'est isolé totalement, mis en place des gestes barrières, le confinement, et a fermé totalement ses frontières. Alors, si j'ai pris ces deux exemples, c'est pour faire référence d'ailleurs à une étude qui s'appelle l'étude du Lowy Institute, que vous retrouverez sur Internet, sur le site interactivelowithinstitute.org, que je vous invite à aller examiner. Alors, c'est une étude australienne qui a créé un indice de performance globale de réponse à la crise Covid et qui a classé un petit peu comme ça les différents pays dans le monde par rapport à cet indice global. La Nouvelle-Zélande se trouve en deuxième position avec une moyenne de 93 sur 100 et le Royaume-Uni se trouve en 74e position avec une moyenne de 35,9 sur 100. Alors, les pays que nous avons invités à cette conférence internationale, la France, la Belgique, l'Italie, le Maroc et aussi le Portugal, même s'ils ne seront pas présents à la conférence, eh bien, eux sont dans un paquet qui est compris entre la 62e place pour le Portugal et la 71e place pour la France, c'est-à-dire la deuxième moitié de ce classement. Aussi, la confrontation des retours d'expérience des pays représentés aujourd'hui est pertinente pour enrichir nos débats. Et au cours de cette conférence, nous allons nous tourner vers deux de nos voisins européens, mais également vers un voisin méditerranéen et voir avec le Maroc, la Belgique et l'Italie quelles ont été les grandes postures et les adaptations face à la crise sanitaire. Alors, comment allons-nous procéder ? Eh bien, après une mise en contexte qui va se faire par le biais d'une présentation d'une dizaine de minutes par pays, nous échangerons à travers une table ronde où des questions pourront être posées aux orateurs par le biais du chat, mais également quelques questions qui aborderont les perspectives de cette crise sanitaire pour la deuxième moitié de l'année 2021 et la suite. Avant de céder la parole à Madame Katia Julienne pour une conclusion plus générale sur l'adaptation des organisations pendant la crise sanitaire.
Alors, je voudrais bien sûr, avant de leur céder la parole, remercier les orateurs de cette table ronde, de cette conférence internationale. Alors, tout d'abord, Monsieur Christophe App, qui est directeur général de l'INSA, qui est la Fédération de l'accueil, de l'accompagnement, de l'aide et des soins aux personnes, et qui nous parlera de la gestion de la crise en Belgique. Ensuite, monsieur le docteur Stefano Vella, qui est professeur adjoint de la chaire Global Health à l'Université catholique de Rome et par ailleurs participant au programme de l'Union européenne pour la santé de la Commission européenne, qui nous parlera de l'expérience italienne. Et puis, nous traversons la Méditerranée pour écouter le professeur Ahmed Hassan El Hadib, chef du service d'anesthésie et réanimation du CHU de Marrakech, qui nous présentera la gestion de la crise au Maroc. Alors, malheureusement, eh bien, nous n'aurons pas le représentant du Portugal, M. Alexandre Lourenço, qui est président de l'Association portugaise des directeurs d'hôpitaux au CHU de Coimbra, qui n'a pas pu malheureusement se rendre disponible. Bien, sans plus attendre, je vais céder la parole à M. Christophe App pour nous parler de l'adaptation des organisations pendant la crise sanitaire en Belgique. Merci beaucoup, Général Rigal Sastourné. Je vais tenter de partager mon écran. Voilà qui devrait être fait. Est-ce que vous voyez le PowerPoint affiché? On le voit parfaitement. Très bien. Alors, je vais le mettre ici en diaporama. Les présentations étant faites, je vais me permettre de rentrer dans le vif du sujet. Et ne dit-on pas que pour améliorer la qualité, il faut pouvoir mesurer? Et donc, je commencerai par quelques chiffres, non pas sur, je dirais, l'évolution des cas Covid positifs dans le pays, mais les hospitalisations. Pourquoi? Parce que ça a été effectivement une des plus grandes préoccupations au niveau de la Belgique, notamment face à ce qu'on avait pu observer en Italie et plus particulièrement à Lombardie, où les médias avaient mis en avant une saturation totale du système de santé. Donc la crainte de la Belgique était de voir son système hospitalier saturé par des hospitalisations dues au Covid. Et donc, nous avons connu trois vagues. Une vague, effectivement, qui a débuté au mois de mars avec un pic le 6 avril. Alors, lors de cette première vague, les points d'attention portaient prioritairement sur le matériel. Et donc, nous avions eu une sollicitation des autorités vis-à-vis des fédérations pour essayer d'organiser une entraide au niveau du matériel, mais très rapidement, on s'est rendu compte que la problématique d'approvisionnement était mondiale et le docteur Thomé en a également témoigné. Néanmoins, nous avons mobilisé nos centrales d'achat pour essayer de, je dirais, gérer au mieux les commandes. Derrière les problématiques de matériel sont intervenues effectivement les problématiques de capacité hospitalière et plus spécifiquement de lits de soins intensifs, puisque nous avons rapidement dépassé notre propre capacité de lits de soins intensifs et nous avons mobilisé notamment des salles de réveil. Nous avons transformé des salles de réveil pour en faire des lits de soins intensifs, les cas Covid les plus extrêmes nécessitant effectivement une mise sous respirateur et parfois à haute concentration d'oxygène. Alors derrière cette première vague, ou plutôt durant cette première vague, les mesures de confinement sont assez rapidement apparues avec un confinement quasi généralisé du pays, fermeture des écoles ou du moins cours à distance, fermeture des commerces, et seuls les commerces essentiels, donc les commerces alimentaires, sont restés ouverts, mise en télétravail, etc. Donc un confinement assez strict qui a permis effectivement à ce pic, ou du moins à cette courbe épidémiologique de redescendre assez rapidement. Derrière ce point d'attention sur la capacité hospitalière, une problématique est intervenue, c'est peut-être quelque part un manque d'attention sur les centres d'hébergement pour personnes âgées, ce qu'on appelle en France les EHPAD. En Belgique, on parle de maisons de repos et de soins. Et donc, quelque part, si les hôpitaux ont déclenché des plans d'urgence, je dirais assez rapidement, aux environs du 15 mars, donc 15 jours après
je dirais, la mise en alerte du système. Ces plans d'urgence sont intervenus dans ces services d'hébergement pour personnes âgées qu'un mois plus tard. Et donc ça a été une problématique assez importante de cette crise Covid au niveau de la Belgique. C'est un manque d'attention pour ces services. On a bien sûr interdit les visites, mais le virus a circulé, ce qui explique effectivement que, bien évidemment, la moitié des décès survenus portaient sur des personnes de plus de 85 ans, mais majoritairement issues de ces centres d'hébergement. Alors derrière cette première vague, on a connu une deuxième vague dans un contexte un peu différent parce qu'entre-temps, nous avions déconfiné et le reconfinement a été un peu plus modéré, ce qui fait que le pic de cette deuxième vague a été beaucoup plus important. Le premier pic comptait 5 800 cas de patients hospitalisés. Ça a été vraiment notre indicateur maître, alors que lors de la deuxième vague, on est passé à près de 7 500. Donc, le pic a été plus élevé lors de la deuxième vague parce que le reconfinement a été moindre et c'est ce qu'on a connu effectivement au cours de cette troisième vague avec un reconfinement encore moindre et donc quelque part une difficulté de convaincre la population, mais aussi le secteur économique, le secteur commercial, de pouvoir à un moment donné contribuer aux efforts de cette gestion sanitaire. Et donc, point d'attention hospitalier et au niveau, je dirais, des soins intensifs plus particulièrement. Alors, en termes de décès, effectivement, on a compté à ce jour près enfin, plutôt à date du 11 mai, près de 25 000 décès, je le disais, pour moitié au niveau des plus de 85 ans. Mais on voit que proportionnellement, lors de la deuxième vague, même si elle a été plus élevée, on a connu moins de décès. Donc, ça veut dire qu'entre-temps, on a eu un apprentissage, je dirais, des mesures sanitaires, des précautions à prendre, des plans d'urgence, notamment au niveau des centres d'hébergement pour personnes âgées. Et donc, on a un peu mieux géré, je dirais, les situations les plus extrêmes. Et ça a été d'autant plus vrai lors de cette troisième vague intervenue, dont le pic est intervenu au 12 avril, avec de l'ordre de 3 200 patients hospitalisés et proportionnellement encore moins de décès. C'est pour dire que nous avons appris de cette crise. Mais par contre, on a aussi saturé au niveau des soins intensifs parce que le modèle de prise en charge était un peu différent. On a hospitalisé beaucoup plus tôt aux soins intensifs. Donc, même si on a eu moins d'hospitalisation au sens général, proportionnellement, les soins intensifs ont été à nouveau saturés. La vaccination a joué son rôle, bien qu'elle ait débuté un peu plus tardivement et à l'instar de ce qu'on a connu dans les autres pays, mais avec une priorité cette fois pour les centres d'hébergement pour personnes âgées. Donc là, effectivement, on avait à nouveau appris de la crise. Et donc, le 11 mai, on comptait à peu près 32% de la population générale ayant reçu une première dose. Entre-temps, on est même passé à 38% et 90% des plus de 85 ans ont reçu leur première dose. Et donc, enfin, effectivement, la priorité a été accordée aux personnes âgées avec les moyens de protection plus adéquats. Alors, si je devais résumer la manière dont la Belgique a vécu cette crise, tout d'abord, c'est, pour citer un titre de l'auteur Amélie Nothomb, c'est stupeur et tremblement. En fait, c'est vrai que cette crise, on ne s'y attendait pas. On a tous été fortement surpris et on a tremblé fortement par rapport à toute cette incertitude. Alors, ces risques ont été cumulés. On a parlé de risques sanitaires, de risques de matériel, mais de risques en personnel aussi, parce que le personnel a aussi été impacté. Et donc, on a vu des services de santé quelque part amoindris par un absentéisme important du personnel. Et puis, c'est cette longueur de cette crise. On peut déclencher des plans d'urgence hospitaliers, mais en général, ils ont une durée d'une semaine ou deux, mais jamais de 12, voire 18 mois. Alors, ce manque de préparation, oui, nous avions eu l'expérience du virus H1N1. Néanmoins, ces plans n'avaient sans doute pas été suffisamment mis à jour et déployés à l'arrivée de cette crise Covid. Crise Covid arrivée en Belgique en mars, mais beaucoup plus tôt, quelques mois plus tôt, notamment en Chine. Et donc, effectivement, nous avons loupé une opportunité de préparation.
Alors, notre fédération est une fédération multisectorielle. On représente des hôpitaux, mais aussi, je le disais, des centres d'accueil pour personnes âgées, centres d'accueil pour personnes en situation de handicap. Et on a vu que quelque part, le virus avait circulé de manière différente au travers de dans ces secteurs, sauf peut-être la deuxième vague où le virus a beaucoup plus œuvré. Et malgré toutes ces fragilités, on pense que tout le monde a donné le meilleur de lui-même. Néanmoins, des personnes ont été impactées, des familles, mais aussi des entreprises, et c'est toute la société qui a été impactée, avec aussi des impacts psychologiques qu'il nous faudra gérer au long cours. Et au niveau du personnel soignant, quelques points d'attention néanmoins, puisque le personnel en première vague a joué son rôle, est monté au front avec quelque part une montée d'adrénaline, fier d'assumer sa mission. Ça a été sans doute encore le cas au niveau de la deuxième vague. C'était beaucoup plus compliqué d'avoir une implication aussi infaillible du personnel soignant pour deux raisons majeures. La première, c'est la fatigue. C'est ces 12 mois quelque part de crise qui s'étaient installés, mais c'est aussi quelque part une incompréhension du personnel soignant face à une population générale en attente d'un déconfinement, d'un retour à une forme de liberté, alors que les hôpitaux et plus spécifiquement les services de soins intensifs étaient complètement saturés. Et donc, quelque part, il y avait un décalage entre, je dirais, la vie dans la société et la vie hospitalière. Et ça a été assez compliqué. Alors, si on devait retenir plus spécifiquement quelques difficultés ou points négatifs, c'est cette complexité institutionnelle, je dirais, qui existe dans différents pays, mais qui est particulièrement présente en Belgique, avec différents niveaux de pouvoir et des institutions relevant de niveaux de pouvoir différents. Et donc, quelque part, on s'y perdait un peu en termes de commandement et de directives, ou de cohérence dans les directives, des difficultés de communication, des absences de réponse par rapport à une série de questions, pénurie de matériel de protection, on en a parlé, mais aussi de médicaments. Certains médicaments, à un moment donné, ont manqué. Des mesures financières, lorsqu'on a dû déprogrammer une certaine activité hospitalière pour pouvoir accueillir des patients Covid, eh bien, moins d'activités, ça a été moins de recettes, et donc des hôpitaux qui, 3 mois après le début de la crise, étaient en faillite virtuelle. Et donc, l'État a dû injecter effectivement une certaine somme d'argent pour rétablir l'équilibre financier, et nous attendons encore les conséquences. Alors bien sûr, une crise, c'est un crash test quelque part d'un système, et donc cette crise, elle a mis en avant toutes les fragilités de notre système de santé, et puis toute la complexité du testing, du tracing, de la quarantaine, avec des procédures évoluant chaque jour. Alors, quelques points positifs, c'est la mise en place d'un comité assez rapidement, notamment lorsqu'on a posé la question du matériel et des capacités hospitalières, un comité qui s'est réuni tous les jours, 7 jours sur 7, pendant cette crise, pour quelque part faire remonter auprès du gouvernement les réalités, je dirais, du terrain, mais aussi quelque part adapter parfois des directives gouvernementales pour les rendre un peu plus applicables sur le terrain. Alors, il y a eu des mesures sociales, des mesures de soutien économique qui sont intervenues, l'intervention de tiers, bien sûr, l'armée est intervenue, la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, mais aussi une implication citoyenne. On a vu des espaces d'exposition, où on a l'habitude de faire des salons automobiles, par exemple, se transformer en ateliers géants de couture avec une série de bénévoles qui ont fabriqué des tabliers de protection à destination du personnel soignant. Dr Paumet citait tout à l'heure l'exploitation des imprimantes 3D. Ça a été le cas effectivement également en Belgique. Les institutions se sont montrées solidaires entre elles. On a néanmoins eu des directives aussi de confinement, de déconfinement. Les autorités ont mis à disposition du matériel. Et puis, effectivement, à un moment donné, on a rendu prioritaire nos maisons de repos et de soins, donc, qui accueillent des personnes âgées, et nous avons observé une meilleure coordination des niveaux de pouvoir. Alors, il y a quand même des points d'attention pour la suite. C'est les ressources humaines. Je parlais tout à l'heure de personnel fatigué, mais on a aussi du personnel qui quitte la profession.
sans doute un peu écœurés ou épuisés ou en burn-out face quelque part à la longueur de cette crise. Je le redis, c'est la longueur qui a fait mettre un genou à terre au personnel parce que durant des premiers mois, ils étaient fiers de jouer leur rôle. Il y aura aussi un impact sur les soins reportés. Le fait d'avoir à un moment donné donné priorité aux patients Covid en déprogrammant des activités non urgentes, fort heureusement, les situations urgentes se sont maintenues, eh bien, il y a une série de soins qui aujourd'hui n'ont toujours pas été dispensés et on parle d'un retard de 1 à 3 ans pour certaines pathologies. Et donc, il nous faudrait être attentifs à résorber, je dirais, tous ces soins reportés. Les problèmes de financement, j'en ai déjà parlé. Et puis, l'image d'un secteur, le secteur d'accueil pour personnes âgées, qui a connu un nombre excessivement important de décès. Et aujourd'hui, on voit que le recours à ces centres d'hébergement est nettement moindre qu'il ne l'a été dans le passé. Donc, il y a une sorte de méfiance. Or, effectivement, on ne peut pas leur faire le procès puisque, par définition, ces centres accueillent 100% de personnes âgées et on sait que le Covid touchait particulièrement les personnes âgées. Donc, il était logique que dans ces centres, on connaisse un nombre de décès plus important. Néanmoins, dans la population générale, il y a une méfiance qui persiste. Alors, pour l'avenir, et j'en terminerai par cette dia, il y aura lieu certainement de se concerter sur la répartition des compétences entre ces différents niveaux de pouvoir en Belgique pour favoriser une meilleure coordination, une cohérence des plans d'urgence sanitaire et pas des plans d'urgence sanitaire selon les niveaux de pouvoir, avec un hôpital d'un côté de la rue qui est en urgence et d'autre côté un centre d'hébergement pour personnes âgées qui attend un mois plus tard pour déclencher son plan d'urgence. Alors, décloisonner certainement les lignes de soins, et ça a été dit tout à l'heure également par le docteur Pommet, à développer des réseaux de soins pour s'entraider. On a besoin effectivement de la médecine générale, on a besoin des hôpitaux, on a besoin des centres pour personnes âgées, on a besoin de tous les acteurs de santé et de services, et ce de manière coordonnée et pas cloisonnée. Et décloisonner, ça passe aussi par les technologies et très certainement la circulation de l'information au travers de l'informatisation du système de santé. Et sans doute nous faudra-t-il repenser les compétences attendues et donc les professions de santé d'ici 2030 pour mieux organiser notre système de santé. Alors, cette crise je dirais, sans précédent, nous amène à penser que demain, nous devrons affronter sans doute de nouvelles crises avec effectivement, quelque part, de nouveaux virus qui pourraient envahir nos différents pays. Et donc, cette fonction d'infectiologie élémentaire doit certainement se développer encore plus dans les hôpitaux, mais surtout être à disposition de l'ensemble du réseau de soins, parce qu'on ne va pas mettre des infectiologues dans toutes les institutions, mais il faudra transversaliser ces expertises et ces compétences pour demain résister un peu mieux à ce type de crise. Voilà en quelques minutes un retour d'expérience sur la Belgique. Alors, c'est 14 mois de crise, donc en quelques minutes, c'était un défi, mais j'espère effectivement avoir contribué à ce partage d'expérience et merci au GIX d'avoir organisé effectivement ce partage d'expérience durant ces 2 jours. Et je vais stopper mon partage d'écran. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Christophe App, pour ce très bel exposé hein, de votre rétex en Belgique qui a résonné très fort dans ce qui déjà a été dit, d'une part au Canada, mais aussi ce qu'on a pu vivre en France. Et pour poursuivre notre tour de table international, eh bien, nous allons descendre un peu vers le sud et nous allons passer la parole au docteur Stefano Vella pour nous parler de la crise et de sa gestion en Italie. Eh bien, bonjour à tout le monde. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Quoi dire mon collègue de la Belgique a déjà dit beaucoup. Ça n'a été pas tellement différent en Italie. Mais il y a des particularités. Tout d'abord, nous, on a eu une vague, on a été coincé par la première vague très tôt.
sur l'Italie, surtout la Lombardie au début. Il y avait naturellement des échanges avec la Chine, il y avait naturellement, c'est une région très industrialisée, avec un système de santé qu'on disait d'excellence. Il l'est, mais il a montré déjà dès les premiers jours, parce que nous, on a commencé en février. Et je me rappelle que France 24, parfois, m'appelait pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe en Italie? Eh ben, moi, je disais, eh ben, il y a cette épidémie, cette pandémie. Mais parce qu'à ce moment-là, la France n'était pas frappée comme l'Italie. Et moi, je disais à la France 24, j'ai dit, attendez un moment, disons, non, je ne voulais pas, on peut dire, anticiper, mais je disais, mais ce virus, il est génial, malheureusement, il va très, très vite. Et alors, nous, on a été frappés et cette arrivée du virus a montré, comme l'a dit mon collègue, la fragilité, tout d'abord, de notre système de santé face à une émergence inouïe. Surtout, le manque de préparation. Et ça, c'est un peu quelque chose que c'est commun sur tout le monde. Hein. Le rapport maintenant du panel indépendant l'a dit, le monde n'était pas préparé, n'avait pas pensé qu'une chose pareille pouvait se passer. On pensait d'être invincible, comme on peut dire, très fort, et on ne l'était pas. Alors, le manque de préparation, on n'avait pas un vrai plan de pandémie, de préparation de pandémie. Et ça, quelles sont les conséquences? Tout d'abord, nous avons eu un problème de manque d'équipement de protection au début, déjà, pour les gens qui travaillaient à l'hôpital et qui ont fait un travail magnifique. Moi aussi, je suis un infectiologue. Et pendant la première vague, je suis allé à l'hôpital. Je suis rentré, je suis à la retraite, mais je suis rentré dans un hôpital parce que je voulais me rendre utile. Hein, c'était mon terrain. Qu'est-ce qu'il y a eu? On a eu une première vague atroce avec l'épuisement des établissements de santé. Et alors, le gouvernement, là, il a pris la décision de fermer tout, de faire un lockdown très fort, très fort. Et là, la population a répondu très bien, hein, mais ça a duré 2 mois, hein, ça a été long. Et tout était fermé, tout était fermé. Et on est réussi à faire tomber le numéro des cas et des morts. Nous avons eu une mortalité exceptionnelle. On se demande encore, on a vu les données européennes, on n'est pas très loin, mais notre mortalité était très, très forte. On a eu un problème aussi, surtout sur les résidences protégées pour les gens âgés. La mortalité là-bas était incroyable. Les hôpitaux étaient vraiment... et c'est une chose qui maintenant on paye, c'est-à-dire on a bloqué aussi les soins des autres maladies. Maintenant, on est en train de prendre les numéros et on a eu 40% de réduction de l'oncologie, des maladies chroniques, parce que les hôpitaux étaient complètement dédiés au Covid. On a changé des professions, des professionnels. Les orthopédiques sont allés travailler dans le Covid. Mais je fais des exemples, mais vraiment, parce qu'on n'avait pas des infectiologiques ou des gens des experts d'anesthésiologie.
il n'y avait plus de salles d'opération, on peut dire, parce que les anesthésiologies étaient tous dédiés à sauver la vie des gens avec Covid. Quel a été le vrai problème? Il y en a trois gros problèmes. Tout d'abord, la santé en Italie est régionalisée. C'est-à-dire le pouvoir de la santé, la gestion de la santé est dans les régions. Nous avons 21 régions et les régions sont responsables de la santé de leur population. Et ça a créé des problèmes. On peut le dire. On a fait une réforme il y a 20 ans sur ça, en régionalisant et peut-être une erreur qu'on n'a pas fait, bien que la Constitution nous le permettrait, on a fait l'erreur de ne pas prendre en main au centre la direction de la réponse. Alors, il y a eu 21 réponses différentes. Et ça, c'est un des problèmes qu'on a aussi maintenant, hein, avec des inégalités de réponse, et ça a été un problème. Et on est en train de discuter là, maintenant, si ça, parce qu'on est convaincu que c'est important que chaque région puisse organiser les soins de ses citoyens, mais jusqu'à un certain moment, jusqu'à un certain point. Il y a un point où le centre devrait prendre en main la situation. Et c'est un peu ce que c'est en train on est en train de faire maintenant. Hein. Maintenant, avec le nouveau président du Conseil, les choses sont un peu changées, ont un peu changé. Voire par sa puissance, disons, de communication, M. Draghi a une force intérieure importante. Il a changé, surtout pour la campagne vaccinale, il a changé le comité, disons, qui s'occupe de ça. Et il a mis un général. C'est l'armée qui est arrivée maintenant. Maintenant, l'armée est celle qui organise, disons, avec naturellement le système de santé en général, mais l'armée est en train d'organiser la campagne vaccinale. Et une autre chose qu'on a, qui était notre fragilité, c'est que on n'avait pas, surtout par exemple dans le Nord, dans certaines régions, une santé du territoire. Parce qu'on a compris que tout le problème comment on peut dire, de contact tracing, c'est le territoire de diagnostic, disons, précoce, c'est la médecine de territoire. Je ne sais pas comment vous la décliner en France, qui doit être renforcée. On n'avait pas de... Alors, tout était hospitalier. Au début, tout était sur l'hôpital, qui a, naturellement, il était complètement épuisé. Nous pensons que c'est une réforme, et c'est la réforme qu'on va faire maintenant, c'est de rendre plus puissante la santé qui est proche des citoyens, c'est-à-dire c'est la santé de proximité, on dit, avec la médecine générale, mais ce n'est pas seulement la médecine générale. Nous avons des médecins de médecine générale, naturellement, mais ce n'est pas suffisant. Il faut renforcer la médecine du territoire, et on a vu que les régions qui n'avaient pas de médecine de territoire, parce que c'était tout high level, disons, sur les hôpitaux, sur la grande qualité de certains hôpitaux qu'on avait, mais une épidémie comme celle-ci ne peut pas être, qu'on peut dire, confrontée seulement par les hôpitaux. C'est le territoire qui doit faire la diagnostic précoce, faire aussi les soins, beaucoup de soins. Maintenant, on a compris, on peut faire des soins à la maison, peut-être aidé par la télémédecine, et on a construit comment on peut dire, des groupes de travail sur le territoire
qui allaient travailler à la maison, parce que pas tous les patients doivent aller à l'hôpital. Alors, même les patients Covid. Et ça, c'est vrai aussi je le dis, parce que cette leçon, on est en train de la prendre aussi pour les autres maladies. Ce n'est pas nécessaire que tous les patients oncologiques passent par l'hôpital chaque mois. Hein. Ils peuvent être, naturellement, il faut un coordonnement par l'oncologue, disons, senior, mais beaucoup de maladies chroniques peuvent être soignées à la maison parce que sinon les hôpitaux vont à nouveau être… Maintenant, nous, on a eu 3 vagues. Hein, je vais faire voir, je n'ai pas donné, voilà, je sais pas, vous le voyez, je pense. Voilà, ça, ce sont nos 3 vagues. Et vous avez vu que la première vague, on l'a bloquée par le lockdown très, très fort, très, très fort. Bah, ça a été vraiment émouvant hein, de voir les gens à la fenêtre, disons, qui chantaient, disons, on va gagner, on va… Et puis, malheureusement, disons on a un peu affaibli, disons, le confinement. Hein, et alors, la deuxième vague est arrivée. On devait, et ça, c'est un autre problème de préparation, on devait l'attendre. Les pandémies font comme ça. Hein, les pandémies, même l'espagnol qu'on disait de 1917-18 avait eu 3 vagues. Alors, je ne dis pas que c'est la même chose, mais on aurait dû l'attendre. Naturellement, la mortalité nous avons eu beaucoup plus de cas dans la deuxième vague, parce que le virus a continué à circuler et moins de morts, parce qu'on était plus préparés. Du point de vue aussi clinique, hein, on était un peu plus préparés. La troisième vague était en train de monter et heureusement, maintenant, les vaccins sont rentrés. Je pense que nous sommes plus ou moins comme la France au sujet de numéro de sujets qui ont été vaccinés. Je pense qu'on est aujourd'hui à 30 millions avec au moins une dose. Et ça se voit, ça se voit. Les hôpitaux maintenant, les centres Covid sont en train de perdre des patients, heureusement, les thérapies de soins aussi. C'est-à-dire, maintenant, la crise semble, il paraît, terminée. Mais les 2 leçons, je le redis, c'est confronter le problème de la régionalisation de la santé qui a été un des problèmes qu'on a eu. Et naturellement, c'est dans la Constitution, alors on ne peut pas changer ça. Hein, on ne peut pas changer ça d'un coup. Mais les gens se sont rendus compte que ces régions qui vont une d'un côté et l'autre de l'autre, je ne sais pas si ça s'est passé en France aussi, mais on a eu des approches différentes, hein, surtout sur le contact tracing, sur le testing, et ça a été un problème. Nous, on a une conférence des régions qui se réunit toutes les semaines avec le gouvernement, mais parfois les régions veulent faire ce qu'ils veulent parce qu'ils ont le pouvoir de le faire. Alors, il faut modérer ça. Je ne sais pas comment, mais il faudra le modérer, surtout en présence d'une pandémie de cette dimension. Et puis, c'est la médecine du territoire. Je ne sais pas comment vous l'appelez en France. Les soins de santé primaire, avec la médecine générale. Les soins de santé primaire, vraiment de proximité, comme on dit. Alors maintenant, on est en train de faire des hôpitaux de proximité, de petits bâtiments. Ce n'est pas un hôpital, mais ce sont où il y a des experts. C'est-à-dire, ce ne sont pas seulement les médecins de médecine générale. Il faudra qu'il y ait l'oncologue du territoire, l'interniste du territoire, qui puisse soigner la population, permettant aux hôpitaux de faire leur métier, qui est de faire les soins très, très avancés. Disons, l'hôpital est pour les soins avancés.
En Italie, nous avons utilisé l'hôpital même pour des choses qui n'ont pas besoin d'aller à l'hôpital. Ça coûte beaucoup. La qualité n'est pas… et ça, parce que vous parlez de qualité. Alors voilà, je pense que maintenant la situation est meilleure. On a beaucoup moins de cas. L'âge est devenu maintenant l'âge moyen 40 ans. Des nouveaux cas. On a eu une mortalité en total, on a eu 4 200 000 infections. Avec le diagnostic, probablement, on a eu plus de cas symptomatiques. On pense que c'est peut-être le double. Et ça, c'est pas mal, parce que d'une certaine façon, pour le moment, ils sont protégés. On peut faire une somme avec les gens qui sont vaccinés. Et on a eu, malheureusement, 127 000 morts. Plus dans les hommes que dans les femmes, et surtout plus de 70 ans. C'est ça, les deux catégories. C'est over 90, 60, 80. 70-80. Et ce sont eux qui ont été vaccinés maintenant, vraiment. C'est pour ça que la mortalité est baissée, et on est en train de penser à vacciner maintenant même certaines catégories de jeunes, parce qu'il faut abattre la circulation du virus, pas seulement sauver les vies. Il faut… moi, je doute qu'on puisse obtenir l'immunité, comment on peut dire, l'immunité générale, parce qu'on a aussi beaucoup, disons, d'hésitancy, de vaccine hesitancy. Pas tout le monde est convaincu de se faire vacciner, mais les données parlent très clair. Voilà, parlent très clair. Les vaccins maintenant sont très efficaces. Et l'autre chose qu'il faudra faire, c'est être en train de participer à beaucoup d'initiatives, mais comme la France, de preparedness, de préparation. Par exemple, il y a un projet européen, moi je fais part de la délégation italienne à Horizon Europe, on est en train de faire, oui, à la France, naturellement, une Pandemic Preparedness Partnership, mais il y en a beaucoup, le Royaume-Uni. Tout le monde pense maintenant à la preparedness, parce que ces choses-là peuvent se passer. C'est ça et c'est un peu je pense, la dernière leçon, c'est un petit bain de humilité, ça se dit comme ça, qu'il faudra bien mettre dans notre tête. On n'est pas invincible, et voilà, il faut penser que ces choses peuvent… Et il faut se préparer. Et maintenant, les leçons qu'on a apprises, j'espère, il faut les mettre en place. En améliorant, j'espère, la santé en général. La santé en général. Voilà, c'est ça que je pense. Écoutez, merci beaucoup, Dr Stéphane Ovella, pour ce très, très beau rétex, très vivant, très vécu de l'intérieur, je dirais, sur l'expérience italienne, où effectivement, vous avez exposé des différences assez substantielles en termes d'organisation de la santé, cette régionalisation, ce pouvoir des régions qu'on ne trouve pas autant en France, où le système, comme vous le savez, est assez centralisé, est assez bonapartiste. Voilà. Bonapartiste, oui. Et puis aussi, vous avez souligné peut-être cette faiblesse dans la gradation des soins. Tout est fait à l'hôpital en Italie, et ça, vous avez montré que ça avait posé des problèmes. En tout cas, un grand merci, et nous reviendrons vers vous, bien sûr, avec des questions. Merci à vous. Avant de passer maintenant encore plus au sud, on va traverser la Méditerranée pour donner la parole au professeur Ahmed Hassan El Adib à Marrakech, qui va nous présenter le rétex de ce qui s'est passé au Maroc.
Merci beaucoup, mon général. Vous m'entendez? On vous entend très bien. Je passe en affichage. Alors, merci beaucoup pour le plaisir et l'honneur de venir partager avec vous et pour l'invitation. Moi, j'ai été présenté comme chef de service d'anesthésie réa en gynécologie obstétrique, mais j'ai plusieurs casquettes associées pour pouvoir avoir un peu de légitimité pour présenter le RETEX du Maroc. Alors, au niveau hospitalier, je suis chef de service d'anesthésie et réanimation gynécologie obstétrique, qui avait une expérience avec le H1N1, puisque pendant la période H1N1, ça a été transformé en service spécifique en réa pédiatrique et gynéco-obstétrique, et ça avait bien travaillé. Je suis aussi président du comité médicament du CHU et membre du comité scientifique et de riposte par rapport à la Covid du CHU de Marrakech. Mon service s'était transformé pendant la Covid en service de réanimation polyvalente. On a transformé d'autres services en réanimation Covid et nous, on a switché l'obstétrique vers la réanimation polyvalente pour s'occuper des autres malades. Et puis au niveau régional, j'ai été référent par rapport à la réanimation pour la région de Marrakech-Safi. Au niveau de la faculté, je suis président de la commission pédagogique et aussi responsable pédagogique du centre de simulation qui a joué un très très grand rôle en préparation à la pandémie. Au niveau national, j'ai été le président sortant de la Société marocaine d'anesthésie et réanimation, juste même pas un mois avant l'arrivée de la pandémie. Et de ce fait, on était dans une période d'échange et une continuité de la société. On venait d'organiser un congrès panafricain de tous les acteurs de l'anesthésie, de la réanimation, de la médecine d'urgence. Je suis cofondateur et vice-président de la Société marocaine de simulation médicale et je fais partie de la commission scientifique de la Société marocaine de médecine d'urgence. À ce titre-là, j'ai été appelé pour représenter ces trois sociétés savantes dans le comité national scientifique et technique de la riposte à la Covid-19. Beaucoup de travail de terrain. Je faisais les gardes dans la Covid et il y avait beaucoup de travail à la fois sur la pédagogie, sur la formation et sur la riposte nationale et régionale. Et puis, grâce je suis membre de board de l'African Regional Section de la World Federation of Societies of Anesthesiology et du comité Safety and Quality of Practice. Et donc, grâce à un réseautage international extrêmement important, on avait un accès à l'information très, très tôt, dès l'arrivée de la pandémie en Chine. Et donc, ça a énormément aidé le partage et l'échange entre les différents experts des différents pays, puisqu'on était offrant au niveau de la réanimation. Alors, actuellement, on est sur le plan épidémique à peu près 9000 décès, un peu plus de 9000 décès et un peu plus de 500 000 cas. Alors, il y a la problématique des tests, certainement, et on peut multiplier ce chiffre par 4 éventuellement, voire 5, mais le nombre de décès est extrêmement fiable chez nous parce qu'aucun décès n'échappe pratiquement. Le système, il est rodé. Ça a commencé le 2 mars avec le premier patient importé d'Italie. Et puis, hier, c'est les chiffres d'hier, comme vous voyez ici, 23 nouveaux cas en soins intensifs en réanimation, avec un taux d'occupation de 5,6% des lits de réanimation. Et on n'a que 5 patients intubés sur le territoire national. Donc, la situation, elle est plutôt pas mal et assez stable. Alors, nous avons vécu, sur la courbe de décès, on voit les vagues. Alors, sur le plan national, il n'y avait pas vraiment de première vague au niveau épidémiologie générale, mais on hospitalisait dans la première période tout cas, même asymptomatique. Donc, les hôpitaux étaient débordés. Et en réanimation, on a vécu une vague. C'est là où on a vécu la vague, au niveau des services de réanimation. Et puis, il y a eu une deuxième vague. Je vais dire comment c'est arrivé, dont le pic était au 16 novembre. Et puis là, il y a un mois et demi à peu près, on se dirigeait vers une troisième vague.
Et puis arrivé le mois de Ramadan et on a instauré un couvre-feu nocturne et qui a cassé la courbe. Maintenant, on a l'impression qu'il y a une petite montée parce qu'il y a eu des rassemblements au niveau de l'Eid, la fête après le Ramadan, mais on ne voit pas de retentissement sur le système hospitalier. Alors, les dates importantes, c'est 2 mars, premier patient, et lockdown au même moment que la France. Exactement pareil, le 21 mars. Et donc, on a eu une anticipation extrêmement importante sur le confinement total et généralisé. Donc, la première vague pique vers le 30 avril, et puis après le Ramadan de l'année dernière, on a fait la levée du confinement et le retour du système, comme vous voyez ici. Et il y a eu, à cette levée de confinement, une apparition de clusters, surtout des clusters industriels. Il y avait de l'industrie. Et ça montait. Et puis, arrivée la fête du sacrifice, Eid Kibir, il y a eu un énorme mouvement de population. Ça a voyagé dans tous les sens, des rassemblements dans tous les sens. Et on a eu notre vraie vague, qui a duré très, très longtemps cette fois-ci, du mois d'août jusqu'au mois de janvier, avec un pic au 16 novembre. La vaccination a commencé le 19 février. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, ici, vous voyez, il y a eu une direction vers une troisième vague, mais ça, avec le confinement, je pense que le Maroc est un pays qui a montré que le confinement marche. Donc, alors, sur ces différentes étapes, il y a eu des réponses de prévention. La plus importante pour moi, et là c'est le scientifique qui parle, c'est qu'avec le réseau et les informations qui nous arrivaient, on a eu le temps de voir ce qui se passait en Chine, en France, en Italie et en France. Et donc dès le mois de février, avant l'arrivée, bien un mois avant, on avait constitué des comités scientifiques de 3 sociétés savantes et on a élaboré un programme de formation, tout un curriculum sur une journée qui a été déroulé dans tous les hôpitaux marocains. Tous les collègues ont participé. Pour le personnel extra-réanimation, personnel infirmier et tout. Donc, vous voyez ici des affiches. Et puis, dans ce curriculum, il y avait énormément de simulations, particulièrement pour les personnels de réanimation sur les voies aériennes, sur la communication et beaucoup de choses. Il y a eu le couvre-feu et le confinement général le 21 mars, précoce. Et puis, immédiatement, Sa Majesté a ordonné la création d'un fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie. Ce fonds, il y avait des financements publics, mais il y avait énormément de donations de citoyens, de sociétés, etc., qui a permis d'acheter beaucoup de matériel, de doter les hôpitaux, et éventuellement, il y avait de l'argent distribué aux familles en nécessité, les gens qui ont perdu leur travail, beaucoup de choses. Au début avril aussi, il y a eu une transformation des usines de textiles en usines de fabrication de masques, et donc il y avait une campagne de masques pour tous. Et donc on avait des masques en vente à moins de 80 centimes le masque. Et ça a fait, je pense que ça a participé beaucoup à la limitation de la pandémie. Et puis dès le mois je pense, de mai, les accords ont commencé, les contacts pour pouvoir se doter de vaccination le plus tôt possible. Au mois d'août, il y a eu la concrétisation par la signature d'un accord cadre avec la Chine et la société Sinopharm, avec un début des essais cliniques pour le vaccin Sinopharm au Maroc, et puis sur la projection d'un échange d'expertise, particulièrement pour pouvoir avoir des usines sur place. Et puis plus tard, un accord cadre avec AstraZeneca, ce qui nous a permis de se doter très rapidement par cette anticipation par rapport au vaccin. Alors, les problèmes rencontrés, le plus grand problème au départ, c'était le problème diagnostique. C'est l'approvisionnement en tests. Et donc, c'est pour ça que la courbe était très peu parce qu'on ne testait pas beaucoup. Et on a augmenté d'une façon très, très importante notre capacité du moment où on a eu une société, une fondation plutôt, une fondation partenariat public-privé qui a permis d'avoir nos tests marocains et d'approvisionner partout. Les lits de réanimation et unités de soins intensifs. Alors, moi, j'étais président de la Société marocaine d'anesthésie et j'avais les statistiques avant le départ.
on était à environ 700 lits de réanimation fonctionnels sur tout le territoire national. Et en l'espace de 3 semaines, on est passé à 3500 lits de réanimation fonctionnels. Les masques, j'en ai parlé. Les équipements, les respirateurs. Donc, il y avait un problème d'approvisionnement, particulièrement respirateur. Et donc, il y a eu des initiatives citoyennes importantes, d'usines, d'aéronautique, par exemple, où tout le monde a participé, les militaires, les publics, les privés, pour pouvoir aboutir des respirateurs 100% marocains, locaux, pour pouvoir gérer la pandémie. Les ressources humaines, ça a posé énormément de problèmes. Ça, c'est la plus grosse difficulté. On a un manque terrible en ressources humaines, à la fois médicales et paramédicales. Et donc, nous, le message qui a été sorti très, très, très rapidement, la pandémie nous arrive en pleine face, et il n'existe plus de médecins spécialistes, on est tous des médecins généralistes et urgentistes. Entre-temps, la continuité du système du système de santé pour prendre en charge les non-Covid a posé problème. Durant la première vague, tout a été hypothéqué Covid, mais à la levée du confinement, on a pu récupérer. Et quand il y a eu la deuxième vague, il y avait une certaine intelligence de garder des structures Covid et du non-Covid. Les programmes opératoires n'ont pas été arrêtés lors de la deuxième vague. Et puis, il y a eu des hôpitaux de campagne, je vais en parler par la suite, extrêmement importants. Ils ont rendu énormément de services. L'épuisement des professionnels, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est le même constat partout. Et il y a eu des problématiques par rapport à la discipline, par rapport aux mesures barrières, parce qu'on a une culture méditerranéenne. Les rassemblements, les accolades, les embrassades, c'était difficile par moments, mais notamment ce qui s'est passé à la période de l'Aïd. Mais ça, pour moi, c'est pas la responsabilité des citoyens en premier lieu, c'est un manque de communication par rapport à la situation épidémiologique réelle de la part de beaucoup de choses, où la communication en expliquant les enjeux crédibles, ça aurait pu limiter un petit peu les choses et sensibiliser les citoyens. Mais ça reste que notre culture n'est pas la culture asiatique, qui a une culture particulière des épidémies. Alors, les stratégies mises en place aux différentes vagues et l'organisation, j'ai cité quelques éléments par la suite. Alors, nous, on avait un système de SAMU commençant. On n'avait pas de numéro unique, on a un numéro d'urgence pour les sapeurs-pompiers, le 15, et un numéro pour le SAMU qui n'était pas connu par la population. Et donc, il fallait instaurer un numéro d'appel unique. Et puisqu'il n'y avait pas assez de dotation de personnel dans la régulation médicale, il y a eu un système de volontariat extrêmement important. On a profité des étudiants en médecine et des docteurs et des jeunes docteurs qui ont fait des gardes pour le volontaire au niveau des différents SAMU et de régulation pour répondre aux appels. Ils ont participé aussi de façon extrêmement importante dans le cadre du volontariat, dans le système de triage au niveau d'accueil des urgences. Et donc, ils avaient des protocoles qu'on avait généralisés partout. Sur ces images, vous voyez, nous, les équipes de réanimation, on avait des staffs quotidiens dans toutes les structures et on avait un staff hebdomadaire par distanciel de tous les réanimateurs marocains. Avec, à chaque fois, on invitait des collègues cardiologues, néphrologues, et on échangeait énormément. Et donc, même avant l'apparition de certaines publications, on avait appris énormément de choses. Dès le deuxième staff, on avait appris sur l'anticoagulation, on avait pris des mesures appropriées. Et donc, on avait un mois extrêmement productif. Et en mi-avril, on avait publié dans les annales marocaines de médecine d'urgence plus d'une vingtaine de protocoles de prise en charge. Et c'était en parallèle avec la collaboration avec le ministère de la Santé. Et donc, il y avait un manuel de procédure et de riposte où il y avait le protocole de contact, de tracing, de prise en charge thérapeutique et le protocole médicamenteux et qui était mis à jour régulièrement. Et puis, par rapport à nos protocoles, c'était extrêmement intéressant. Nous, on faisait dans les 3 sociétés savantes des protocoles algorithmes. Une page pratique. Exemple ici, sur l'oxygénation. Et j'ai été surpris que beaucoup d'hôpitaux français ont adopté le protocole qu'on a préparé et qui est facile pour tout soignant pour pouvoir passer des étapes d'oxygénation et de modalités d'oxygénation.
Et puis les hôpitaux de campagne, extrêmement importants. Il y a eu un hôpital à Casablanca de 700 lits construits en 10 jours, au moins 3 hôpitaux de campagne militaires. Et au fur et à mesure, à chaque fois, il y a une ville ou une région où il y avait une explosion épidémiologique, il y a une riposte multipartite gérée, présidée par les militaires. Et soit on prenait une clinique et on la gère en partenariat public-privé et militaire, soit on installait dans un hôpital de campagne de soins intensifs. À Marrakech, par exemple, à la flambée épidémique de la deuxième vague, on a installé un hôpital de campagne dans le parking de l'hôpital de 100 lits de soins intensifs. Et donc, il y avait des capacités de montée en puissance remarquables. Les protocoles de riposte, j'en ai parlé, et puis le partenariat public-privé. D'une part, dans chaque région, il y a eu du partenariat public, il y avait des cliniques privées qui se sont transformées en cliniques Covid. La problématique, c'est qu'il n'y a pas eu trop d'implication des médecins généralistes et de famille de première ligne au départ. Bien qu'ils aient joué un rôle extrêmement important, ils ne se sont pas désistés et dès l'arrivée de la vague, ils se sont occupés de leurs malades et ils ont été à la hauteur de la situation comme tout citoyen honnête. Par rapport à la vaccination, alors ça a commencé le 19 février, c'était échelonné, les 75 ans, 60 ans. Maintenant, on est en train de vacciner les 40 ans et plus. Dans la première période, c'était 75 ans, puis les frontliners. Dans cette population, plus de 75 ans, plus de 90% de vaccinés, plus de 60 ans, plus de 85%, et les frontliners, plus de 80% de vaccinés. Et je pense que la situation actuelle, quand on a eu la première vague, on a vu effectivement, comme ça a été constaté partout, un rajeunissement des malades en réanimation. Et puis la majorité des malades en réanimation, c'est des patients qui n'ont pas pu bénéficier de la vaccination. Alors pour la première dose, on est à peu près à 8 millions de personnes vaccinées. Et pour les totalement vaccinés, on est à 14% de la population. Alors, il y a eu les ITNC chez nous aussi, particulièrement chez les jeunes, et donc on a accompagné. Et on a fait, la semaine dernière, on a publié un protocole qui est validé cette fois-ci par 6 sociétés savantes. On a pu collaborer énormément entre scientifiques. Et donc un protocole par rapport aux accidents vaccinothrombotiques. Et on a remarqué que, effectivement, à travers les différents centres, il y avait une mortalité très élevée chez les VITS, mais avec l'installation de ces protocoles-là et les prises en charge thérapeutiques récentes, on est à moins de 10%. Bien qu'ils soient exceptionnels, leur mortalité a baissé à moins de 10% ces derniers jours. Donc là, mon avant-dernière diapo, c'est un article qui est paru la semaine dernière, qui traite dans Nature Medicine, qui traite les éléments de résilience par rapport à 29 pays qui ont eu une réponse efficace à la pandémie. Et donc, les 4 éléments, c'est une réponse active, une activation de réponse compréhensive, l'adaptation du système, préserver le système hospitalier et les ressources et réduire la vulnérabilité. Et comme vous voyez sur la colonne de gauche, j'ai fait un check de ce qui a été fait au Maroc. Je ne sais pas si vous voyez les checks verts et rouges. Tout ce qui est vert, ça a été très très bien fait, j'assume la conséquence. Les autres, c'est plus ou moins, il y a des aspects qui sont positifs, mais il y a des aspects négatifs. Et puis ce qui est rouge, c'est essentiellement la part de communication et d'implication des citoyens et l'implication du secteur privé primaire. Donc, il y a encore des choses qu'on pourrait améliorer, se préparer. Mais cette occasion, la Covid, a été une occasion de prendre des leçons. Alors, bien avant la pandémie, on avait commencé au Maroc un projet énorme avec un débat sociétal et une commission qui travaillait sur un nouveau développement pour le Maroc à l'horizon 2035. Et bien, avant-hier, ça a été fait. Ça a été présenté à Sa Majesté. Maintenant, ils sont en train de tout médiatiser. Ce nouveau modèle de développement, il a pris les leçons du Covid, il les a intégrées dans un projet pour le Maroc sur tous les plans. Et par exemple, dans les cadres de l'éducation, une forte réforme et dans la santé, une refonte carrément du système de la santé.
J'espère que je n'ai pas été trop lent. On pourra discuter d'autres aspects. C'est les éléments qui m'ont paru les plus pertinents à relater parce que 14 mois, c'est énormément de choses. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Hassan El Habib, pour ce rétexte très, très précis, très pointu sur ce qui s'est passé au Maroc. Donc, nous ne sommes pas en retard, à vrai dire, nous avons encore du temps pour discuter de différents points. Alors, moi, je vais peut-être vous poser quelques questions maintenant, puisque vous avez chacun d'entre vous dressé les points forts et les points faibles de votre réponse. Est-ce que il y a eu, à proprement parler, vraiment, vous avez bénéficié dans chacun de vos pays d'une coopération internationale, et est-ce que justement il faut envisager de renforcer cette coopération internationale? En France, par exemple, il y a eu effectivement cette coopération internationale avec des transferts de patients vers des pays étrangers, limitrophes de la France, et qui a été, à un moment donné de la crise, un des éléments aussi qui a permis de protéger notre système de santé, notre système hospitalier. Alors, est-ce que vous, dans vos pays, ça s'est passé aussi comme ça? Est-ce que vous avez bénéficié de cette coopération internationale, puisqu'on est vraiment dans la conférence internationale et on doit s'intéresser à ces aspects de la coopération entre nos différents pays qui sont voisins, finalement. Alors, pas qui veut répondre. Je me suis proposé, j'ai levé la main, je ne sais pas si Allez-y, allez-y. vous la voyez. Vous allez parler à tour de rôle. Mais très brièvement, en fait, sur la coopération, donc la Belgique a bénéficié de quelques axes de coopération, principalement sur le transfert de quelques patients, mais ça s'est avéré anecdotique. Et je dirais que si c'était à refaire, je pense qu'il nous faudrait mieux nous organiser à l'intérieur du pays pour éviter effectivement cette saturation du système amenant à déplacer des patients vers l'étranger, ce qui a un impact non négligeable, notamment pour l'entourage des patients. Par contre, je pense qu'il nous faut développer des accords de coopération très certainement à l'échelle européenne pour la cohérence des directives. On a vu effectivement que les politiques de pays dits en zone rouge étaient parfois différentes, que les mesures sanitaires étaient différentes. Et c'est là que ça devient un peu compliqué. Et donc, je pense que l'Europe devrait se positionner un peu plus en soutien des différents pays au départ d'une politique sanitaire coordonnée. L'Italie, tout à l'heure, Dr Vella a attiré notre attention sur un rôle peut-être un peu moins central en Italie et un rôle un peu plus central en France. La Belgique est sans doute un peu entre les deux, mais je pense qu'il nous faut aussi, pour ce type de pandémie, avoir un rôle central au niveau de l'Europe sur les politiques sanitaires, les politiques de voyage, par exemple, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est encore trop diversifié. Donc, je ne mettrai pas ça sous l'axe du transfert de patients. Là, je pense que ce n'est pas quelque chose à développer. On doit être capable de prendre en charge le propre patient au plus proche, quelque part, de son lieu de résidence, si je puis dire. Je pense que c'est le minimum de la qualité des soins à offrir à nos concitoyens. Mais en termes de politique sanitaire, politique de voyage, là, je pense que c'est quelque chose à développer. Voilà, merci. Alors, qui veut prendre la parole? Je voudrais bien parler de ça, parce que oui. je suis très d'accord avec mon collègue. Nous, naturellement, on a même transféré des patients, mais ce n'est pas là le point. Ce que je pense, parce qu'on parlait de régionalisation en Italie, je pense que l'Europe de la santé, vous savez que maintenant on est en train de parler d'une Europe de la santé. La Commission européenne est en train de parler de ça. Elle a aussi créé des mécanismes le plus important, c'est le HERA, c'est ce projet de support pour les pandémies, mais c'est plus. Et puis, il y a un financement important maintenant de la Commission européenne de 5 milliards d'euros sur EU for Health.
c'est de l'argent pour améliorer, disons, les soins, la santé des pays européens qui peuvent appliquer sur des projets sur ces fonds. Mais une des choses qu'on a vues, et mon collègue l'a dit bien, les directives étaient pas uniques. Moi, je ne pense pas que… Mais maintenant, beaucoup de panels internationaux sont en train de dire qu'il nous faut un WHO plus fort parce qu'il n'a été pas fort, suffisamment fort. Il a commis même disons, des erreurs. Hein, disons. De toute façon, c'est sûr il peut donner seulement de la guidance, mais c'est pas ça, c'est pas la guidance. Il nous faudrait des directives précises. Et la Commission européenne est en train maintenant de faire la révision de l'EMA, de l'Agence des médicaments, la révision de ECDC, c'est-à-dire du CDC européen qui est à Stockholm, pour qu'ils puissent travailler mieux pour l'Europe, hein, vraiment, pour que la prochaine pandémie ne nous prenne pas si partagés et si… voilà. D'accord, merci d'avoir souligné ces points-là. Peut-être au Maroc, est-ce que vous avez eu une expérience un peu internationale sur la coopération internationale? Et sur la coopération internationale, bon, par rapport à la prise en charge des malades et l'hospitalisation, non, aucun malade n'a été transféré. On était en lockdown de toute façon et il n'y a pas eu de transfert vers l'étranger, ni par rapport à la coopération sud. Donc, le système était capable d'absorber. Maintenant, la coopération internationale la plus importante, c'était au niveau de la connaissance. La connaissance, d'une part par rapport au diagnostic et tests et ce qui est génomique, il y a une collaboration particulière de l'Institut Pasteur avec l'Institut Pasteur français, avec le Sénégal, le CDC Africa. Donc ça marche bien en collaboration et ils sont en contact permanent. Par rapport aux soins et guidelines, algorithmes, alors ça, j'en ai pas parlé, j'aurais dû en parler. Le 21 mars, les sociétés savantes, nous avions organisé un e-congrès. On avait l'habitude de faire des congrès en ligne, et on a fait un congrès en ligne de 11 heures de direct. Et on a eu une surprise incroyable, c'est qu'on a eu 85 000 spectateurs de 67 pays. Et la majorité de pays africains francophones. Et ça nous avait alerté sur l'intérêt de collaborer, d'échanger. Dans ces congrès, on avait accueilli des Français, des collègues et amis français, Timsit par exemple pour Bichat, des Chinois et des Italiens. Donc il y avait beaucoup d'échanges. Et par la suite, on a créé une e-plateforme africaine et on a organisé de multiples webinars francophones. On avait échangé, on a partagé les algorithmes, on a amélioré ensemble la prise en charge. Et même, on a fait un webinaire anglophone. Donc, cet échange et ce partage, pour moi, collaborationnel et dans le respect des uns des autres, parce que je pense que chacun a sa particularité. Il n'y a pas de leçon à donner d'un côté ou d'un autre. C'est de s'adapter, c'est de partager la connaissance et en prendre bon usage. Et ça aussi, je pense que c'est important pour l'humanité par la suite. Voilà. Merci. Alors, moi, je pense que comme on est au GIX, hein, on sait tous particulièrement la place importante qu'on doit donner à nos usagers hein, des systèmes de santé. Et justement, j'aurais voulu savoir un petit peu comment ça s'est passé dans vos systèmes respectifs, dans vos pays respectifs, la place des usagers dans voilà, le système décisionnel et la gestion de cette crise. Est-ce que vous avez pu justement impliquer
les usagers des services de santé dans la gestion de cette crise. Comment ça s'est fait un petit peu dans chacun de vos pays? Je ne sais pas si vous pouvez, chacun d'entre vous, donner un petit peu votre expérience ou votre sentiment, puisque voilà, au JQHS, eh bien, cette dimension de la place des usagers dans les décisions doit être toujours bien soulignée. Je ne sais pas si je peux débuter. Bien sûr, allez-y, on garde le même ordre, ça va très bien. D'accord, très bien, merci. J'espère que j'aurai une réponse à la troisième question éventuelle alors. Mais sur celle-ci, l'empowerment, le patient empowerment, ben, il semble assez évident dans le cadre du respect des mesures sanitaires en termes de prévention. Alors, je ne sais pas si on peut encore les considérer comme usagers ou citoyens, mais je pense que ce qu'il était fondamental, c'est effectivement d'impliquer l'ensemble de la population dans le respect des règles sanitaires. Et certains épidémiologistes ou infectiologues ont appelé à certains moments à un autoconfinement, à un certain moment de la crise, pour que chacun puisse quelque part contribuer au ralentissement de la pandémie. Donc, dans ce cadre-là, ça me paraît assez évident qu'il y avait une capacité décisionnelle. Et on a évoqué dans l'un ou l'autre exposé parfois la difficulté de la population à adhérer à ces mesures. Et aujourd'hui, après 14 mois de crise, on voit qu'il n'y a plus aucune adhésion et qu'il y a des faits d'improviser à gauche, à droite, et ça devient ingérable. Et donc voilà, ça, je pense que chacun avait une capacité décisionnelle pour ralentir la pandémie. Après, pour le reste, est-ce qu'il y a eu d'autres niveaux d'implication? Je pense que là, sans doute moindre, si ce n'est peut-être quelque part un rôle que je voudrais souligner, c'est vis-à-vis des proches, des familles et parfois l'interdiction de visite. Puisque les hôpitaux étaient relativement confinés aussi. À certains moments, les visites ont été interdites. Elles ont été interdites dans les centres d'hébergement pour personnes âgées. Et là aussi, il y avait un rôle à jouer de comprendre, de respecter, de contribuer à cela. Et là, à nouveau, dans le cadre de l'implication citoyenne ou de l'industrie, pas mal de matériel ont été mis à disposition, des tablettes, notamment pour pouvoir communiquer avec ses proches en évitant tout contact physique. Donc, voilà comment je cernerais l'implication citoyenne dans le cadre de cette crise. Merci. On va passer la parole peut-être à notre collègue italien, Oui, bonjour. s'il veut bien. Bonsoir. Oui, j'ai pas beaucoup à ajouter. Je pense que le problème qu'on a eu vraiment en Italie sur la participation des citoyens, c'était de respecter les règles de distanciement, de porter. Par exemple, un impact important a été l'obligation de porter les masques. Ça a eu un impact important. Par exemple, on n'a pas eu de grippe cette année. Il y a vraiment eu pas de cas de grippe et de morts par la grippe, parce que même la grippe peut faire beaucoup de morts. Et puis, ça a été un peu une petite tentative, mais l'Italie a rouvert complètement. Il y a seulement un couvre-feu la nuit, à partir de 23 heures, qui va peut-être être bougé à 24 heures, à minuit, jusqu'à 5 heures du matin. Et l'Italie a décidé de rouvrir parce que la vaccination va bien, les cas sont en train de diminuer, mais on a eu un problème important économique. C'est-à-dire, beaucoup de professions économiques ont commencé à vraiment une petite révolte, disons, c'est pas une révolte, mais ils ont dit, nous, on n'en peut plus. On n'a plus l'argent, on ne peut plus rien faire. Et alors, on a fait cette tentative qui, pour le moment, marche pas mal. C'est-à-dire, on n'a pas
on craignait une augmentation des cas. Cela n'arrive pas. Je pense que c'est grâce au vaccin qui est en train d'être déployé. Alors, voilà. Et puis, naturellement, c'est que mes collègues ont dit, la proximité des soins. Mais ça, c'est une chose, naturellement, commune à tout le monde. Moi, je voudrais m'excuser parce que j'ai une autre conférence et je voulais vous remercier de m'avoir invité, mais je suis obligé comment on peut dire, je l'avais dit à Oui, oui, bien notre sûr. ami, et je vous remercie beaucoup, mes amis. À très bientôt. Merci à vous et à très bientôt et très bonne conférence. Merci, merci. Peut-être on repasse la parole au professeur El Hadib pour nous parler un petit peu de la place des usagers dans le système marocain lors de cette crise. Alors, tout d'abord, Christophe a été extrêmement pertinent, a résumé beaucoup de choses qu'on a vécues de façon pareille. Par rapport au Maroc, je vais complémenter un petit peu. Par rapport au Maroc, durant la première vague, il y avait, on dirait que c'était exemplaire à tous les niveaux, sauf par rapport à l'implication institutionnelle du citoyen et de l'usager. L'usager, il subissait, que ce soit par rapport à la prise de décision, que ce soit par rapport aux visites dont il a parlé. Les familles étaient éloignées les uns des autres. Et pendant cette période-là, il y avait des interfaces qui sont les médias. Il y avait aussi énormément d'initiatives personnelles, chacun dans son domaine de compétences ou associatif a fait du mieux qu'il pouvait pour aider, pour échanger. Mais ce n'était pas institutionnel. Après, par la suite, moi, je pense que la plus grosse implication des usagers, c'est deux choses. La première, c'est l'explosion Internet et les lives. Et donc, chacun prenait son téléphone et exposait des choses. Et ça a entraîné forcément des ripostes appropriées. Je parle, par exemple, le premier patient qu'on a sauvé de réanimation et qui est sorti, qui avait fait un live et qui se plaignait du papier toilette, de l'eau minérale. Et donc, ça a entraîné une riposte à la fois à notre niveau, hospitalier et soignant, et à la fois pour mise à niveau de cet aspect d'humanisation des soins. Il y avait aussi, quand il y a eu la deuxième vague, où on allait frôler le triage des patients et les images qu'on a vécues un petit peu partout dans le monde. Et les lives ont permis d'attirer très rapidement les sonnettes d'alarme et faire les ripostes par rapport à la montée en puissance du système de santé par région. Il y a eu des exemples à Tanger, à Marrakech. La deuxième aspect, c'est je pense que les partis politiques et les parlementaires ont joué leur rôle aussi, parce qu'ils remontaient de ce qui arrivait des citoyens et ça devenait du débat public, notamment en plein Parlement. Et je pense que ça a été important. Dernier point où je pense l'implication de l'usager a été la plus importante, c'est la vaccination. Malgré l'hésitation, malgré les marchands de guerre qui font les anti-vax, malgré ça, le citoyen a été vraiment engagé dans la vaccination et de sa propre initiative, et les organismes non gouvernementaux jouent un rôle important dans ça. Merci. Écoutez, il nous reste encore un peu de temps, mais très très peu de temps. Donc, je vais vous poser une dernière petite question. Pour ma part, ce qui m'a frappé dans cette crise sanitaire, ça a été la nouvelle place qu'a pris la digitalisation dans le système de santé. Et par exemple, bien sûr, on a vu se développer les téléconsultations de manière très importante, comme on n'avait jamais connu par le passé. On a vu aussi beaucoup de télétravail dans bien sûr, dans le corps médical et paramédical, puisqu'ils étaient au chevet des malades, mais dans toute la partie de gestion du système hospitalier. Comment vous avez vécu ça un petit peu? Et puis, vous avez parlé, professeur
elle a dit voilà aussi cette implication des usagers à travers justement le système Internet, les chats et les lives. Comment vous avez vécu ça dans votre système, la téléconsultation, comment ça s'est développé dans vos pays? Peut-être je repasse la parole à Christophe App. Oui, donc la télémédecine au sens large du terme Ouais. était en voie, je dirais, de développement. Je pense que la crise a accéléré par nécessité toutes ces modalités qui ont plutôt connu un certain succès. Ça a assez bien fonctionné. Il y a une bonne adhésion des patients et des prestataires de soins dans le cadre de ces nouvelles technologies. Il est clair que on a vécu ces nouvelles technologies de manière très intense, sans doute trop intense. Et tout à l'heure, Dr Pommet se réjouissait de votre invitation de prochaines journées en présentiel. Et donc, quelque part, c'est vrai que ça a accéléré l'accès à des nouveaux outils, que ce soit dans le domaine des soins ou du travail en général, du télétravail, mais on l'a sans doute vécu de manière un peu trop intense. Et donc, quelque part, on a connu cet effet balancier, ça veut dire accélération d'un système, et quelque part, tous les effets négatifs parce que vécu de manière trop importante, un télétravail 5 jours semaine, ben voilà, ça ne peut pas fonctionner sur le long terme. Et donc, il nous faudra remettre le curseur au bon endroit pour, mais d'une part, dans le domaine des soins, ne pas basculer dans la déshumanisation parce que tout passerait par un réseau Internet, mais néanmoins profiter de cette technologie pour un monitoring plus régulier, pour une meilleure collecte de données, etc. etc. Donc, aller chercher tous ces avantages et éviter ces inconvénients. Et je pense que ce qui vaut pour les soins de santé vaut pour la société en général. Et effectivement, ces vidéoconférences ont apporté aussi des éléments positifs parce que parfois, on a réuni plus de personnes, on a la possibilité d'enregistrer plus facilement, etc., etc. Mais on aura besoin aussi, à un moment donné, de garder uniquement ces avantages, mais de gommer ces inconvénients, notamment sur le manque d'aspects informels et autres éléments de réflexion. Donc, voilà sur cet aspect. Ok, je passe la parole à notre ami marocain, le professeur El Hadib, sur l'aspect digitalisation, télémédecine. Alors, bon, toujours Christophe App est extrêmement pertinent et précis dans ses interventions. Et donc, le cadrage, il est là. Alors, par rapport au Maroc et la télémédecine, il y avait des débuts. Il y avait l'année dernière une loi sur la télémédecine. Et avec la pandémie, ça a évolué d'une façon extrêmement importante. Beaucoup d'initiatives personnelles, privées, des sociétés carrément, et même au niveau national, le ministère a mis en place un site de télémédecine et il y a des médecins volontaires capables de répondre 24 heures sur 24. La particularité qui était sur le texte de loi avant, c'est qu'il fallait dans la télémédecine la présence obligatoire d'un professionnel de la santé auprès du patient, de l'autre côté. Et pendant la pandémie, il y a eu, le Parlement s'est réuni et il a fait des modifications de la loi, notamment par rapport à la non-obligation d'un professionnel de la santé de l'autre côté, à côté du patient, à proximité du patient. Je pense que c'est une avancée importante. Il y a eu pas mal d'autres choses qui vont permettre à la télémédecine d'évoluer. Il y a eu aussi pour la digitalisation des applications, particulièrement pour la vaccination. Alors, il y avait une application de traçage qui n'a pas très bien marché. Mais par la suite, pendant la vaccination, alors chaque citoyen, il a un numéro SMS, il reçoit un numéro 1717, et il a son rendez-vous, le centre où il devrait se faire vacciner. Mais dès qu'il est vacciné, il doit passer sur l'application de sa santé où il pourra avoir son certificat, où c'est une application de pharmacovigilance aussi, avec un contact 24/24. Ça, je pense que c'est une réussite particulière. Par rapport au télétravail,
je rejoins parfaitement Christophe, mais il y a l'aspect e-learning et l'enseignement en distanciel. Nous, l'année dernière, on avait switché sur du distanciel très important. On avait switché sur l'enseignement interactif. Il y a des expériences un petit peu partout qui ont marché, mais avec pas mal de limites. Ce qui fait que maintenant, moi personnellement, je pilote avec les collègues de la faculté un projet de l'après-Covid, comment on va voir les choses. On a compris que le distanciel va gagner, mais il faudra le placer dans la plus-value qu'il va apporter. Donc, il va y avoir du cours magistral, il va y avoir du distanciel, il va y avoir de l'interactivité, mais pour assurer l'adhésion des apprenants, il faut qu'il y ait un alignement pédagogique avec de l'évaluation. Si l'évaluation n'est pas là de ce e-learning, on n'a pas de... Parce que on a des étudiants qui sont là, mais qui sont éteints ou bien n'écoutent pas, et donc on ne peut pas assurer l'apprentissage et le transfert des compétences. Et donc, des choses comme la classe inversée va gagner énormément. Dernier point, par rapport à l'avenir de la télémédecine, c'est aussi mettre là où il va avoir sa plus-value, parce qu'il n'y a pratiquement que de l'informel. Il faudra formaliser les choses et contrôler et un système de contrôle pour qu'il n'y ait pas des excès. Voilà. Très bien. Écoutez, je vois que nous arrivons maintenant au terme de cette conférence. Alors, je vois que sur le chat, il y a une question que je vais quand même vous soumettre. Qu'en est-il de l'utilisation du dossier médical partagé en France durant cette période? Alors, c'est une question qui était destinée à la France. Je vous propose peut-être, excusez-moi, monsieur. On va peut-être passer la parole à madame Julienne. Oui, tout à fait. Je pense qu'il est temps maintenant de passer la parole pour la conclusion à madame Katia Julienne, et que je remercie de nous rejoindre et à qui je cède bien volontiers la parole pour les éléments de conclusion de cette conférence internationale. Oui, bonjour, merci beaucoup, merci à tous. Et d'abord, merci à la FHF de nous avoir conviés à participer. C'est vraiment très intéressant pour nous que d'écouter nos collègues d'autres États. Et je dois dire que en vous écoutant, je me suis beaucoup retrouvée dans ce que vous avez pu dire les uns les autres, et notamment chez nos amis belges, mais pas seulement. Je pense qu'on a beaucoup de choses en commun. Moi, si je devais souligner quelques aspects, nous avons, nous aussi, connu 3 vagues assez différentes et nous avons appris de chacune des vagues. Et si je devais résumer, la première vague a été finalement une contraction de notre appareil de santé sur les soins critiques, avec le développement d'évacuations sanitaires très importantes, ça a été évoqué tout à l'heure, et c'était des leviers pour nous qui étaient assez nouveaux, avec une déprogrammation massive. Je reviens sur quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure sur les évacuations sanitaires. On en a fait à peu près 600 en première vague. Je pense que c'est aussi important de le faire en coopération internationale parce que pour des ressortissants français qui vivent à Strasbourg, l'Allemagne n'est pas si loin et est plus proche que Bordeaux. Je le dis très simplement, je pense qu'il y a malgré tout des coopérations internationales pour les pays limitrophes à organiser. Et du coup, c'était le premier renseignement pour nous. Le second, c'est que nous avons dû, notamment en deuxième vague, et ça a été un peu évoqué par notre ami italien, finalement dilater l'ensemble des segments de notre système de santé, puisque les patients Covid, contrairement à la première vague, ont afflué non seulement en soins critiques, mais aussi en services de médecine et aussi en ville, puisque la ville a pris beaucoup plus de place en deuxième vague qu'en première vague, puisque les cabinets étaient assez largement fermés, ou en tout cas avec une activité qui avait beaucoup baissé. Vous avez évoqué la télésanté. La télésanté a explosé en première vague. En France, nous étions en nombre de consultations le 3e pays au monde, derrière les États-Unis et la Chine. C'est dire l'ampleur, alors que nous étions à un niveau très faible avant la crise. Et ça a été vrai à la fois pour la médecine générale, mais aussi pour la rééducation. Moi, ça m'a beaucoup surprise, mais on voit bien qu'on a une possibilité d'extension de la télésanté qui va très largement au-delà de la médecine générale. Donc ça, c'est très important. Donc pour moi, on a un mécanisme d'adaptation à la fois du système de santé, mais global. Ça concerne aussi les EHPAD. L'ensemble des professionnels ont mis en place un appui sanitaire aux maisons de retraite qui faisait largement défaut en France et qui a pu se mettre en œuvre de manière extrêmement importante. Donc ça, c'était le premier point. Il y a 2 autres points qui, en gestion de crise, me semblent très importants.
Il y en a un qui a été évoqué, ce sont les liens avec l'Institut Pasteur, c'est notre ami marocain qui l'a évoqué. Je crois que c'est très important en période de crise d'avoir des données qui nous permettent de mesurer l'état de tension de notre système, y compris alors au plan national, mais au plan régional, y compris pour pouvoir organiser la prise en charge des patients hors de la région la plus sous tension. Donc ça, c'est vraiment un enseignement qui pour nous est fondamental et l'Institut Pasteur a été précieux et continue de l'être pour nous. Un deuxième point que je souhaitais souligner devant vous, c'est que c'est très important en période de crise d'avoir une coopération très forte et des échanges majeurs et permanents avec l'ensemble de nos partenaires. C'est vrai des fédérations hospitalières et Denab le sait bien, nous avions avec la Fédération hospitalière de France des échanges mais permanents. C'est vrai aussi des patients, vous l'avez évoqué tout à l'heure avec France Asso, les représentants des patients. Pourquoi? Parce que c'est avec ces échanges que nous voyons les problèmes. Je vous donne des exemples très simples. La FHF nous avait dit attention, nous aurons un problème de garde des enfants, des personnels de santé. Donc nous avons dû là en interministériel organiser très vite, et le ministère de l'Éducation nationale l'a fait, la garde des enfants de l'ensemble des soignants pour qu'ils puissent continuer leur travail. C'est vrai aussi des transports. Nous avons pris en charge les taxis pour les retours des personnels à la fois du système de santé, mais aussi des maisons de retraite. Et là, ce sont des outils simples, mais qu'il nous a fallu mettre en place. Et c'est grâce à ces échanges permanents que nous avions une remontée rapide des difficultés et la possibilité de les régler très vite. Donc ça, là, j'y insiste parce que le caractère interministériel de cet appui est vraiment fondamental. Autre chose qui était, que je vais dire de manière un peu abrupte, il y a la partie adaptation du système de santé, y compris en interministériel, et bien sûr avec le service santé des armées, je ne peux pas ne pas le dire bien sûr, mais aussi nous avons dû mettre en place des dispositifs de facilitation de la vie de nos établissements. La garantie financière, par exemple, toutes les mesures d'appui aux ressources humaines, parce qu'il fallait dans le même temps réorganiser la prise en charge des patients, mais aussi faire en sorte que l'ensemble des personnels de santé soient focalisés sur cette prise en charge et débarrassés des contingences de la vie quotidienne. Donc, il y a une partie de notre travail qui a été de mettre un terme à des dispositifs de droit commun pour soulager l'ensemble des professionnels des gestions courantes habituelles qui leur auraient pris trop de temps sinon. Donc ça, c'est pas quelque chose auquel on est très habitué au ministère, mais qu'on a fait avec eux pour leur permettre de se focaliser sur la prise en charge des patients Covid. Alors peut-être un autre point que je souhaitais souligner, c'est qu'en fait, nous avons tous été confrontés à la montée en charge à la fois des patients Covid, mais aussi des patients non Covid, parce que la déprogrammation a un impact. Et c'était ça, et c'est toujours d'ailleurs notre difficulté, c'est de prendre en charge concomitamment des patients Covid et non Covid, en soins critiques, comme dans tous les segments de notre prise en charge. Et là, on a bien vu que la déprogrammation a aussi un impact, donc nous l'avons tous modulé en deuxième vague, contrairement à la première, et nous voyons bien qu'on a là un champ de préoccupation, y compris qui pèse sur les professionnels de santé, et vous avez tous évoqué l'épuisement, et pour nous aussi, c'est une préoccupation extrêmement importante. Alors peut-être très rapidement pour l'avenir, je vais vite parce que vous avez pratiquement tout dit en fait. Pour nous, l'objectif, c'est deux choses. C'est d'une part préparer la pandémie, de futures pandémies ou chocs massifs sur nos systèmes de santé, et nous le faisons comme vous, sur les soins critiques, mais pas exclusivement. Nous avons des plans blancs pour les hôpitaux, des plans bleus pour les EHPAD, mais nous travaillons sur un plan similaire pour la ville, par exemple. Nous avions des gestions de crise qui étaient prévues pour des crises limitées dans le temps et dans l'espace. Il nous faut maintenant des plans pandémie pour des crises globales et durables. Et ça, nous ne l'avions pas, et c'est ça que nous devons construire, y compris avec des régulations des produits de santé, vous l'avez évoqué, avec les équipements qui nous ont tous fait défaut en première vague. Donc là, c'est un plan pandémie que nous construisons tous, et ça, c'est vraiment très important. Et peut-être le dernier point, pour finir sur une note très positive, la crise est un accélérateur de progrès aussi. Et moi, je le constate, c'est-à-dire que vous l'avez tous évoqué sur la télésanté, c'est vrai aussi de l'appui sanitaire aux maisons de retraite chez nous, aux EHPAD, que nous essayons de mettre en place depuis des années et qui a fortement accéléré. C'est vrai de la psychiatrie, on en parle peu, mais elle a été très sollicitée, elle est encore très tendue et je pense que ça n'est pas terminé. Ils ont fait des adaptations majeures et nous devons nous efforcer de les aider à les pérenniser. Donc, je pense que la crise a aussi été un accélérateur de réponse à des dysfonctionnements ou en tout cas des améliorations nécessaires de nos systèmes qui sont un peu les mêmes tous, j'ai l'impression. Et du coup, je crois que c'est une note aussi très positive qui montre,
Et je voudrais finir là-dessus. Finalement, l'agilité qui a dû être la nôtre pendant cette crise, que ce soit dans nos hôpitaux, que ce soit pour nos professionnels en ville, que ce soit dans les agences régionales de santé. Et je dois dire que je crois beaucoup en la subsidiarité, c'est-à-dire que notre collègue italien le disait, eux, ce qui leur a manqué visiblement, c'était une régulation nationale. Moi, je pense que la régulation nationale a sa place, mais je pense aussi que les agences régionales de santé ont leur place, les professionnels et les établissements ont la leur, et c'est vraiment dans la subsidiarité que nous sommes globalement tous très forts. On l'a appris ensemble. Et je crois que c'est vraiment en travaillant ensemble et en confiance, et je crois que cette confiance, heureusement qu'elle était là avant, j'ai envie de dire, parce que dans la crise, ça nous a permis d'en bénéficier à plein. Donc, voilà ce que peut-être je souhaitais partager avec vous très rapidement en conclusion. Et vraiment, merci. Je trouve fondamental qu'on puisse apprendre de nos collègues belges, marocains et italiens. C'était vraiment très intéressant pour nous. Merci Zénab, en tout cas, et merci à tous. Bien, écoutez, merci beaucoup, Katia Julienne. Je voudrais à mon tour remercier la brillante participation des orateurs à cette conférence internationale et remercier encore M. Christophe App pour tout ce rétexte qu'il nous a fait sur l'expérience belge, le docteur Stefano Vella qui nous a quittés mais qui a beaucoup développé les points sensibles qui sont apparus dans l'expérience italienne. Et enfin, je remercierai le professeur El Abid au Maroc pour aussi sa présentation très complète de l'expérience marocaine et de tout ce retour d'expérience que je pense nous pourrons partager au niveau international. Et encore, merci à Madame Katia Julienne d'avoir synthétisé ce qui s'est passé en France et ce qu'on peut en tirer comme expérience et partager avec nos collègues étrangers. Voilà, je crois que nous sommes maintenant pile à l'heure. La conférence doit se terminer à 11h30 et il est précisément 11h30, donc je rends la parole à Madame Pérez. Merci beaucoup. Madame Rillet, je ne sais pas, vous vouliez peut-être… Je voulais juste saluer et remercier encore une nouvelle fois, remercier Katia Julienne de sa participation et dire combien effectivement ce qu'elle a évoqué a été crucial durant cette crise et nous avons appris énormément et nous continuerons à apprendre. En tout cas, merci à vous et ça nous conforte effectivement de pouvoir se comparer et d'échanger. Merci beaucoup.